L'Empire romain d'Orient en 562, sous le commandement du génial général Bélisaire et du très capable général Narcisse, les Romains de l'Est, avaient réussi à reconquérir de grandes parties de l'ancien Empire romain d'Occident, et en effet, cette réalisation semblait très impressionnante. Environ la moitié des territoires perdus de l'ancien Empire romain d'Occident avaient été réincorporés dans l'Empire romain d'Orient, et la ville de Rome elle-même faisait à nouveau partie de cet empire. Ainsi, nous pourrions effectivement vraiment appeler cela à nouveau, à juste titre, l'Empire romain. Et si l'on voyait les succès gigantesques des Romains en 562, on pourrait penser que cela continuerait. Que c'était ensuite au tour des Wisigoths, puis des Francs, des Burgondes et des Alamans, d'être conquis un par les Romains de l'Est. Malheureusement, le succès de l'Empire romain ne s'est pas reflété dans l'Empire romain d'Orient. Un événement totalement différent a eu lieu. Et déjà en 568, seulement 6 ans après la victoire finale des forces romaines d'Orient, la péninsule italienne a été envahie par les Lombards. Ils semblent avoir envahi la péninsule facilement, presque sans aucune résistance, comme s'ils surgissaient de nulle part. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment les Lombards, sortis de nulle part, ont-ils pu conquérir les 2/3 de la superficie terrestre de la péninsule italienne si facilement et sans aucune résistance romaine apparente significative? Lorsque la dernière armée ostrogothique organisée a été vaincue fin 552 ou début 553 à la bataille de Mons Lactarius par les forces romaines orientales, sous le commandement du très capable eunuque Narcisse, nous pourrions naïvement penser que la péninsule italienne était ainsi pacifiée, que la longue guerre gothique était enfin terminée. Et en effet, c'est souvent ainsi qu'elle est faussement représentée sur de nombreuses cartes. Mais en réalité, même si les Ostrogoths avaient finalement été vaincus après cette guerre incroyablement brutale, coûteuse et longue de 16 ans malheureusement, de nombreux ennemis restaient encore en Italie qui menaçaient les Romains. D'abord, malgré la défaite des armées ostrogothiques, il est logique que tous les Ostrogoths n'aient pas été soumis aux Lombardes, mais une petite partie seulement. Mais en fait, la plupart des habitants ostrogothiques ont bien sûr survécu, puisque tout le monde ne combattait pas dans l'armée, en particulier pas les femmes, les enfants et les personnes âgées. Ainsi, même si le royaume ostrogothique avait cessé d'exister après la bataille de Mons Lactarius, il restait encore beaucoup d'Ostrogoths dans toute l'Italie qui, comme vous pouvez l'imaginer, n'étaient pas très friands des Romains de l'Est. Fait intéressant, avant d'être vaincu en bataille, le dernier roi des Ostrogoths, Empire, le roi Théa a envoyé des envoyés aux Francs, leur demandant de l'aide contre les forces romaines de l'Est. Et en effet, au début de 553, une grande armée de Francs et d'Alamans a traversé les Alpes car les Alamans étaient sous la domination franque à cette époque. Au début, ils ont eu un certain succès, mais Narcisse était un général très capable, et donc il a attendu le bon moment pour affronter cette nouvelle menace franque et alémanique. Jusqu'alors, comme nous pouvons l'imaginer, les Francs et les Alamans ont pillé et saccagé les villes du nord de l'Italie, une région qui était déjà totalement dépeuplée et en mauvais état, après presque 20 ans de guerre à cette époque. Le moment de l'engagement est arrivé en octobre 554. Narcisse a surpris les forces franques et alamanes et les a vaincus de manière décisive, avec des pertes minimales à la bataille de la rivière Volturnus. Les pertes des Francs et des Alamans étaient presque totales, tandis que les Romains de l'Est, qui employaient massivement des forces de Héruli et d'autres fédérati, ont subi des pertes minimales. Mais même alors, la guerre n'était toujours pas terminée. Parce que ce que j'ai omis de dire, c'est que les Goths ont bien sûr aidé et soutenu les Francs et les Alamans partout où ils le pouvaient. 7000 Goths avaient rejoint le reste des forces franques survivantes. Et ils ont résisté à Kamsa, près de Néapolis, jusqu'à ce que Narcissus les assiège. Mais ils n'ont pas pu vaincre les forces franques et alamanes. Ils ont été contraints de se rendre en 555. Mais même alors, le territoire au nord du fleuve Pô était toujours principalement détenu par les Francs et les restes gothiques. Et c'était incroyablement seulement aussi tard qu'en 562 que leurs derniers bastions, les villes de Vérone et Brixia, ont finalement été soumis. Maintenant, en 562, après 26 années incroyablement longues et brutales, la guerre était enfin terminée. Mais tous les Goths étaient-ils morts? L'ensemble de la nation gothique a-t-elle été détruite? Bien sûr que non. Oui, les armées avaient été vaincues,
Mais la majorité de la population ostrogothique avait bien sûr survécu. Certains ont décidé d'accepter le nouveau règne romain, mais d'autres factions plus rebelles ne pouvaient même pas accepter le fait que leur royaume avait pris fin, un royaume qui avait duré environ 60 ans, des générations. Narcisse, après ses victoires gigantesques, s'est retiré à Rome, où il a supervisé la reconstruction de la ville éternelle, avec les maigres fonds qu'il a reçus de Constantinople pour cette tâche. Narcisse a ordonné la réparation de certains ponts, ainsi que la restauration des murs auréliens, mais la plupart des autres dommages causés par la longue guerre n'ont pas pu être réparés. J'ai longuement parlé de l'état de la ville de Rome à cette époque, et des dommages que la guerre gothique a infligés à la ville éternelle dans ces vidéos ici. Et si vous êtes comme moi, un total nerd de Rome ou Romabou comme certaines personnes aiment à dire, et je pense que vous l'êtes, sinon vous ne regarderiez probablement pas cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique SPQR est en train de fabriquer. Ils fabriquent des bagues de légionnaires, des bagues thématiques, des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent à la main chaque pièce. C'est du matériel fait à la main de haute qualité. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et avec ce lien, vous pouvez maintenant même obtenir une réduction de 20% sur chaque achat. Je répète, bénéficiez d'une réduction de 20% sur chaque achat chez SPQR. Une offre incroyable disponible uniquement ici via le lien. Maiorianus. Les gens de SPQR sont de fervents admirateurs de l'empereur héroïque Majorien. Alors allez vérifier leur incroyable assortiment. Il y aura certainement aussi quelque chose pour vous. On dit que Narcisse vivait à Rome dans l'ancien palais impérial sur la colline du Palatin, et que la charge fiscale des Romains sous son règne était très élevée. Certains disent donc qu'il a été rappelé par le nouvel empereur Justin II à cause de sa taxation excessive des Romains et contraint de prendre sa retraite à Néapolis. La légende raconte souvent qu'en représailles à cela, Narcisse lui-même a invité les Lombards en Italie. De nombreux historiens, et je pense aussi que cela peut être placé en toute sécurité dans le domaine des légendes. Narcisse a passé des années de sa vie à lutter pour la restauration en Italie, et après sa mort, qui était placée n'importe où de 567 à 574, le rendant très vieux au moment de sa mort. Dans ses 90 ans, son corps a même été renvoyé à Constantinople, lui donnant des funérailles d'État appropriées en présence de l'empereur et de sa femme. Cela n'aurait guère eu lieu si Narcisse avait vraiment appelé les Lombards. Non, quelque chose d'autre doit être arrivé. À savoir les Ostrogoths. En effet, nous avons déjà dit que les Ostrogoths avaient du mal à abandonner l'idée de leur propre royaume. Et beaucoup d'entre eux ont survécu et ont rejoint les Francs et les Alamans. En gros, ils ont tout tenté pour restaurer leur ancien royaume. Et quand tout a échoué aussi tard qu'en 562, vous pouvez deviner vers qui ils se sont tournés pour obtenir de l'aide. Il n'est pas du tout une coïncidence que les Lombards aient surgi sur l'île de Constantinople, comme par magie, seulement 6 ans après la défaite finale des derniers bastions ostrogothiques en Italie. Maintenant, nous ne devons pas oublier que le royaume des Rugii était devenu une partie du royaume ostrogothique sous Théodoric. Et donc, quand je dis les Ostrogoths, j'inclus en fait aussi les Rugii au nord des Alpes, dont le royaume n'a jamais été conquis par les Romains de l'Est, parce qu'ils n'ont jamais avancé aussi loin au nord. Les Ostrogoths et les Rugii avaient certainement envoyé des émissaires aux Lombards leur demandant de l'aide contre les Romains. Maintenant, ironiquement, les Lombards avaient en fait été des foederati des Romains de l'Est, seulement quelques années auparavant. Certains Lombards avaient même combattu contre les Ostrogoths à la bataille de Taginae, où le roi ostrogoth Totila a été tué, et qui a résulté en une défaite gothique totale. Et les Lombards ont également combattu en tant que foederati romains de l'Est contre les Gépides en 550. Il est donc vraiment ironique que les Ostrogoths soient devenus si désespérés qu'ils demanderaient simplement de l'aide à n'importe qui, même à de vieux ennemis. Mais les Lombards ont également senti une grande opportunité. Alboin, qui n'était devenu roi des Lombards qu'en 560, sentait qu'une vie en Italie serait beaucoup préférable à une vie en Pannonie où les Lombards étaient installés.
et où ils devaient constamment être à l'affût de nouvelles menaces comme la guerre pannonienne. Les Lombards devaient rester vigilants face aux menaces comme la guerre pannonienne et les avars montants. Et ainsi, le roi Alboin a conduit les Lombards en Italie où ils ont été accueillis par les Ostrogoths en tant que libérateurs. Des milliers d'Ostrogoths ont rejoint les Lombards pour reprendre les villes tenues par les Romains. Ainsi, un peuple complètement nouveau avait fait son entrée en Italie, rejoint par les restes d'un peuple vaincu. Mais l'Italie elle-même avait été totalement dépeuplée par plus de 20 ans de guerre, de famine et de peste. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux encore continuer cette chaîne. Car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas vraiment un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Alternativement, aidez cette chaîne en achetant mes produits dérivés sur YouTube. J'ai créé une boutique de produits dérivés avec des articles romains tardifs cool, drôles ou étranges que vous pouvez acheter directement ici via YouTube dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Les terres étaient vides et désolées, et les forces romaines de l'Est étaient dispersées. Narcisse avait alors 89 ans, il était déjà vieux dans les années 550, mais maintenant, il était simplement trop vieux pour combattre une nouvelle fois contre ces nouveaux envahisseurs. Sans un général héroïque du calibre de Bélisère qui était mort en 565 ou de Narsès, il n'y avait tout simplement pas de défense romaine organisée. Et ainsi, la première ville romaine, Forum Julii aujourd'hui. Cividale del Friuli est tombée aux mains des Lombards en 569, très certainement facilitée par l'aide des Ostrogoths. Comme les Romains de l'Est eux-mêmes avaient toujours la menace perse imminente à l'Est dont ils devaient se préoccuper, et maintenant les Avars commençaient à devenir plus forts et plus agressifs, même en faisant des raids dans les Balkans en 568, et des années de famine, de peste et de guerre avaient également fait des ravages sur la population romaine. Il n'y avait pas assez de soldats pour entraver l'avancée d'un peuple entier, qui était en plus aidé par les forces restantes ostrogothiques. On dit même que 20 000 guerriers saxons avaient rejoint les Lombards. Nous parlons donc réellement de 4 nations germaniques dans l'Empire romain. Et c'est pourquoi nous parlons d'un peuple germanique si gigantesque, luttant contre les Romains de l'Est, les Lombards, les Saxons, les Ostrogoths et les Rugi, puisque j'ai dit auparavant que les Rugi faisaient partie du royaume ostrogothique, et étaient donc alliés, et avaient certainement aussi envoyé de l'aide. Et cela après que les Romains de l'Est aient été affaiblis, et n'avaient pas de commandants capables comme Bélisère ou Narsès. Ainsi, ville après ville est tombée face à cette combinaison. Gigantesque empire germanique. Et c'est pourquoi nous parlons d'un tel empire germanique gigantesque. Mais même ainsi, il y avait encore une résistance impressionnante. La marine romaine de l'Est approvisionnait les villes côtières en provisions, qui en conséquence ne pouvaient pas être prises par des sièges et pouvaient résister. Et Pavie a résisté pendant une incroyable durée de 3 ans contre le siège combiné des Lombards saxons, Goths et Rugi, absolument incroyable. Et on oublie souvent comment seulement une demi-poignée de Romains de l'Est ont résisté à de telles forces écrasantes. Pour aggraver les choses, non seulement les Avars avaient pillé en profondeur les Balkans après 568, mais non, la guerre avait de nouveau éclaté comme si souvent avec la Perse en 571, rendant ainsi impossible l'envoi de suffisamment d'hommes contre les envahisseurs germaniques de l'Italie. Et ne parlons même pas de la province de Espagne qui devait également être défendue contre les Wisigoths. Ainsi, l'Empire romain a dû effectivement mener une guerre sur 4 fronts contre des ennemis redoutables de tous côtés, ce qui était tout simplement impossible à gagner. Mais même ainsi, en 572, la coalition germanique, comme je l'appellerai correctement, plutôt que les Lombards seuls, n'avait réussi à conquérir que les zones au nord du fleuve Pô, ce qui montre que l'exceptionnel empire romain d'Orient n'allait pas survivre longtemps, tandis que le Vésuve la résilience romaine face à un ennemi largement supérieur en nombre. Il faudrait encore quelques années avant que le reste de l'Italie ne soit conquis, et même ainsi, les Lombards n'ont jamais réussi à conquérir entièrement l'Italie. La supériorité navale de l'Empire romain d'Orient était si forte, et donc la capacité à approvisionner les villes côtières en suffisamment de provisions pour résister à n'importe quel siège.
Ce n'est qu'en 751 que les Lombards ont finalement réussi à conquérir Ravenne, où l'exarque de l'Empire romain d'Orient avait régné à cette époque pendant près de 2 siècles. Et donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'invasion lombarde de l'Italie en 568, vous saurez qu'il s'agissait en réalité d'une coalition de Lombardes, de Saxons, d'Astrogoths et de Ruggi, qui ont réussi à conquérir les forces romaines orientales affaiblies, dispersées et sans leader. Le nombre largement supérieur de peuples germaniques et l'impossibilité pour les Romains de l'Est de mener une guerre de front contre les Perses, les Avars, les Wisigoths et les envahisseurs germaniques en Italie, surtout après la peste et les autres désastres, ont permis aux peuples germaniques de finalement l'emporter et aux Lombards d'établir leur royaume. Personnellement, je pense que si les Romains avaient eu un commandant de génie comme Bélisaire, avec peut-être seulement 10 000 renforts de l'empereur à Constantinople, les Lombards n'auraient pas réussi à établir leur royaume. Mais nous voyons à quel point la réalité est incroyablement complexe. De nombreuses migrations germaniques étaient, et combien de personnes y ont réellement participé, et à quel point elles étaient massivement simplifiées. Veuillez aimer et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne pourrait pas fonctionner sans nos membres Patreon et YouTube exceptionnels, et votre soutien indispensable. Et je tiens vraiment à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne de quelque manière, forme ou façon que ce soit. Merci beaucoup, mes amis. Et si vous voulez en savoir plus sur les guerres gothiques, j'ai réalisé une série en 3 parties à leur sujet. Regardez la première vidéo en haut à droite. Mais si vous voulez en savoir plus sur les conséquences désastreuses des guerres gothiques pour l'Italie et l'Empire romain, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Grazie a sti biago et benevalete.